Alors, je crois qu'on peut commencer. Il est 9h02, donc bienvenue à tous ce matin au lancement du HOP, du commerce de détail, du CQCD. Alors, ça me fait plaisir de prendre la parole ce matin. C'est ma première occasion en titre de directeur général de prendre la parole. Ça fait une semaine que je suis en poste, donc c'est encore tout nouveau. Mais je suis très fier ce matin de vous parler du HOP, de vous parler, de vous accueillir ici. On le sait, dans les derniers mois, dans les derniers 18 mois, c'était un peu intense. Dans le secteur, d'habitude, le HOP se tient dans le nouveau mot qu'on a tous appris en présentiel. L'équipe du CQCD s'est adaptée, vous offre une façon de vous approcher, de se parler qui est totalement différente cette année dans le cadre d'un webinaire. Donc, voilà, c'est très intéressant pour les prochains mois. Alors, bon, je vais vous parler un peu. Jean-Guy Côté, je suis DG depuis mercredi dernier du CQCD. C'est un retour pour moi, de taille après 6 ans à l'Institut du Québec. Et un domaine que j'apprécie énormément. C'est un domaine que j'apprécie énormément pour diverses raisons. Parce que c'est un domaine qui est créatif, qui est résilient, qui est très souple et qui est très visé vers des opérations, très enraciné dans le secteur économique, dans les divers secteurs économiques du Québec. C'est aussi un secteur d'importance pour l'économie québécoise euh, en termes d'emploi, en termes de retombées, en termes de structuration économique. C'est un secteur aussi qui a eu beaucoup de défis dans les dernières années. C'est pas la crise seulement qui a créé ces des défis qu'on a actuellement. Euh, Ça fait plusieurs années que le secteur du commerce de détail au Québec est en transformation, est en changement. On parle du virage numérique, mais le virage numérique, ça fait plusieurs années qu'on en discute. Donc, et la crise n'a en fait que mis en dessous de la lumière certains aspects qui ont dû être modifiés, qui ont dû changer. Euh, et les commerçants ont démontré, les détaillants ont démontré une très, très grande capacité à s'adapter et une très, très grande résilience au cours des derniers mois. Parce que fondamentalement, un détaillant, sa première préoccupation, c'est son client. Et donc, en ayant le client au cœur de sa pensée, en ayant le client au cœur de ses opérations, ça fait en sorte que le détaillant, lui, souhaite réellement, c'est de répondre à ce que le client recherche. Dans ce sens-là, ça fait en sorte que les entrepreneurs qui sont ici sur le webinaire, qui vous parleront, sont des gens qui ont à cœur à répondre rapidement aux défis qu'ils affrontent, à y répondre aussi de façon très, euh, très efficace, très, très rapide. Et dans un contexte de crise, comme on l'a vu dans les derniers mois, ça fait des gens qui sont extrêmement compétents. Donc, dans les 3 prochains mois, le hop s'est un peu modifié. D'habitude, le hop, ça se passait en quelques jours, mais actuellement, ça se passera dans les 3 prochains mois. On va toucher trois grandes thématiques d'importance pour les commerçants. Donc, aujourd'hui, on ouvre avec la première thématique, qui est le changement des modèles d'affaires, la transformation économique des modèles d'affaires, qui sont en soi une réponse à la crise de la pandémie, aussi aux transformations qui précédaient la crise. Au mois de mai, nous parlerons des grands défis de la main-d'œuvre et du recrutement. Le commerce de détail, comme plusieurs autres secteurs de l'économie, fait face à des problèmes de main-d'œuvre, fait face à des défis de recrutement. Et nous terminerons au mois de juin avec des thématiques entourant le développement durable et l'économie circulaire. Il faut se rendre compte essentiellement que les clients ont de plus à cœur ce type de défi-là, et les commerçants, les détaillants y répondent de façon de plus en plus proactive. Donc, dans un sens le dernier aspect que nous allons toucher au mois de juin. Donc, aujourd'hui, nous ouvrons avec un grand panel sur la transformation des modèles d'affaires euh, au cœur du commerce de détail. Donc, mais avant toute chose, le ministre du- de l'Économie et de l'Innovation, M. Fitzgibbon, voulait nous adresser la parole. Donc, je vais lui laisser. Il ne pouvait pas être présent, mais il nous a quand même donné la chance de nous fournir un vidéo. Donc, je vais laisser la parole au ministre pour ouvrir officiellement le vote. Bonjour à tous.
Je vais commencer mon allocution en saluant votre nouveau directeur général, Jean-Guy Côté, pour lui assurer ma pleine collaboration et celle du ministère pour faire progresser nos détaillants. J'aurais bien aimé être parmi vous en direct, mais je suis retenu ce matin par les travaux du Parlement. Je tenais quand même à participer parce que je veux souligner la grande résilience de notre secteur du commerce de détail au cours de la dernière année. La crise sanitaire nous a tous forcés à revoir nos modes de fonctionnement dans toutes les sphères d'activité du Québec. Le secteur du commerce de détail n'y a pas échappé. Aujourd'hui, il faut faire les constats sur le défi qui doivent relever nos détaillants, mais aussi sur les actions que nous pouvons mettre en place collectivement pour relancer notre économie. Dès le début de la crise, on a observé une tendance mondiale en faveur de l'achat local. C'est devenu rapidement un enjeu primordial pour notre gouvernement. C'est dans ce contexte que nous avons soutenu la mise en place du panier bleu pour aider les Québécois à choisir les commerçants d'ici et à prioriser l'achat des produits fabriqués au Québec. On a eu quelques commentaires au début sur la présence de produits qui n'étaient pas d'ici. C'est une situation qui est inévitable car on ne fabrique pas tout ici au Québec. Même si notre priorité demeure la promotion et l'identification des produits du Québec, on doit considérer qu'il est préférable d'acheter un produit étranger chez un commerçant québécois plutôt que de passer par d'autres plateformes pour acheter ce même produit chez un commerçant étranger. Sur ce point, le gouvernement doit faire sa part. C'est pourquoi on travaille fort pour renforcer nos chaînes d'approvisionnement par l'intégration de fournisseurs locaux, là où c'est possible, auprès des entreprises québécoises, tout en demeurant compétitif sur les marchés. Notre gouvernement va investir 40 millions de dollars sur 2 ans pour faire progresser ce réflexe d'achat québécois. Sur le plan de la transformation numérique des entreprises, il y aura clairement un avant et un après COVID-19. L'accès à Internet haut débit, le développement technologique et l'utilisation accrue des téléphones intelligents ont radicalement transformé les modèles d'affaires, les comportements et les attentes des consommateurs. Notre secteur du commerce de détail doit se renouveler, s'adapter et continuer de se tourner vers les nouvelles technologies et le commerce électronique. Depuis le printemps dernier, on observe une tendance lourde. En mai dernier, les ventes au détail via le commerce électronique ont atteint 3,9 milliards de dollars. C'est un niveau sans précédent au Canada. C'est 2 fois le volume des ventes enregistrées 12 mois plus tôt. Cette tendance-là va durer bien au-delà de la crise. On doit bouger rapidement pour s'assurer que nos commerces puissent faire face à la concurrence étrangère et réaliser des ventes en ligne. C'est ce qu'on a fait lundi. J'ai annoncé que notre gouvernement allait consacrer une première somme de 50 millions de dollars pour réaliser différents projets dans le cadre de l'offensive de transformation numérique. Notre objectif est d'accélérer le virage technologique et la compétitivité de nos entreprises, particulièrement de nos PME. Ces projets nous permettront de sensibiliser plus de 43 000 entreprises et d'en accompagner plus de 8 000 dans cette transition. Aujourd'hui, je vais profiter du sommet pour faire une annonce pour appuyer la réalisation d'activités de recherche appliquée et de transfert de connaissances dans le but d'accélérer la transformation numérique et l'appropriation des stratégies omnicanaux de nos détaillants. J'ai donc le plaisir de confirmer l'attribution de 5 millions de dollars sur 3 ans à l'école Ben Sadoun de commerce au détail de l'Université McGill. Par cette contribution, on vise à mettre en place des mesures supplémentaires pour rattraper notre retard au profit des géants du commerce électronique. Dans les prochaines semaines, j'aurai l'occasion de faire d'autres annonces pour aider la transformation numérique des entreprises dans tous les secteurs d'activité. On a beaucoup de pain sur la planche pour les 2 prochaines années. En terminant, je vais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent sommet du commerce de détail 2021. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'école Ben Sadoun de McGill. Donc, mais essentiellement, aussi, je réitère que le CQCD va être très proactif auprès du ministère pour représenter les détaillants et la voix des détaillants auprès des divers paliers gouvernementaux. Bon, mais je peux rassurer le ministre que nous allons collaborer avec eux de façon proactive et active.
très fier aussi d'entendre parler d'achat local. Je pense que le lien local entre les gens et les citoyens québécois et leurs détaillants a toujours été très fort. Donc, qu'on s'appelle Corbeil, BMR ou Paysage Gourmand, je pense qu'il y a un lien qui historique entre les clients et leurs détaillants ici au Québec. Donc, clairement, il y a un intérêt à ce qu'on réitère ce lien-là même en virage numérique, même dans le digital. Donc, avant de commencer, je petit rappel des diverses fonctions pour le panel. Alors, ce sera un panel qui sera constitué de 3 personnes. Je vais les présenter à la fin. Mais essentiellement, si vous avez des questions lors de la discussion du panel, veuillez prendre la fonction Q&A ou questions et réponses dans la section Zoom en bas et non pas le chat. Ils seront répondus à la fin des questions. Il y aura une période qui sera consacrée aux réponses. Mais essentiellement, si vous avez des questions qui, en cours de route, vous viennent à l'esprit, ne pas vous gêner de les inscrire dès qu'elles vous viennent à l'esprit dans la fonction Q&A. Donc, le panel durera 45 minutes, 50 minutes. Il sera suivi d'une période de questions. Alors, je vous laisse avec des gens très, très intéressants, très, très connaissants du secteur. Donc, le panel sera animé par M. Charles de Brabant, qui à l'école Ben Sadoun du commerce de détail depuis 2017, donc qui est le directeur, donc qui a reçu une belle nouvelle aujourd'hui. Il sera accompagné sur le webinaire par Lily Fortin, la présidente de Tristan depuis plusieurs années. Donc, Lily Fortin, Tristan, un détaillant très connu chez nous, et par M. Jean-Christophe Bédos, qui est le PDG de Burks, qui est aussi un commerçant très connu, une adresse montréalaise aussi historique. Donc, voilà, je pense que la conversation va être extrêmement intéressante et je vous laisse dans les mains très capables de M. Debrun. Bonjour à tout le monde. Écoutez, premièrement, en tant que membre du conseil d'administration du CQCD, je suis ravi d'accueillir Jean-Guy comme notre nouveau directeur général. Et deuxièmement, évidemment, nous sommes ravis à McGill et à l'école Ben Sadoun de la nouvelle de ce matin. Et j'aimerais prendre cette opportunité, juste avant de commencer à discuter avec mes panélistes, de dire au nom de l'Université McGill et de l'école Ben Sadoun du commerce de détail, j'aimerais remercier M. le ministre et ses équipes au gouvernement du Québec. Ça fait, moi, 3 ans et demi que je travaille là-dessus, pour sa contribution au développement de l'avenir du commerce de détail et pour la confiance qu'il manifeste à notre communauté scientifique et étudiante et aussi à beaucoup de nos partenaires de l'industrie, dont un est un des panélistes qui nous rejoint, donc Jean-Christophe Bédos au sein de Burks. Donc, un grand merci et puis on est vraiment excités de pouvoir contribuer au développement de cette belle industrie au Québec, de ce beau secteur. Bon, bonjour Lily et Jean-Christophe, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce premier panel du HOP 2021 sous sa formule COVID et numérique. J'aimerais déjà commencer, parce que les gens ne vous connaissent pas nécessairement, par brièvement, pour vous décrire brièvement vos parcours et peut-être vos entreprises, parce que peut-être pas tout le monde connaît et que c'est 2 entreprises différentes. Donc, peut-être je commencerai par Lily. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, mon parcours, moi, en fait, Tristan est une entreprise familiale, alors j'ai grandi dans l'entreprise, donc j'ai presque 40 ans d'expérience. Je pense que j'ai des photos de moi je pense, toute petite bébé dans des rencontres de finance, de comptabilité, de marketing. Alors, j'ai commencé très, très jeune. J'ai gravi les échelons dans l'entreprise. J'ai travaillé de l'entrepôt à la boutique, au bureau chef aux États-Unis. Je me suis occupée J'ai fait le tour de presque toutes les divisions dans l'entreprise. Et puis, c'est en 2017 que j'ai repris les rênes. Donc, je suis présidente depuis 2017. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tristan est une entreprise en fait de détail. On est détaillant et manufacturier de vêtements pour hommes et femmes. On a une 40aine de points de vente à travers le Canada et des ventes en ligne. Merci beaucoup, Lily. Bienvenue, Jean-Christophe. Bonjour.
Merci, ravi d'entendre les bonnes nouvelles de ce matin via la voix du ministre Fitzgibbon. Ça fait très plaisir. Merci Jean-Christophe. Savoir que le commerce de détail et l'école Ben Sadoun sont soutenus à ce point. Ça fait longtemps que ça n'avait pas été le cas de la part d'un gouvernement québécois. Donc, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez que je me présente en quelques mots, je suis Jean-Christophe Bédos. Mon accent ne le dit pas, mais je suis canadien. En réalité, j'ai travaillé pendant longtemps, depuis le début, dans le secteur du luxe. J'ai travaillé 16 ans pour la Maison Cartier, au siège social à Paris, puis à Londres, en Angleterre. J'ai ensuite présidé en tant que CEO, PDG de la maison Boucheron, qui est une très grande maison de joaillerie de la place Vendôme. Et j'ai développé cette marque à travers le monde. Et j'étais ensuite appelé à prendre la direction du groupe Burks, qui est une légende, qui est une icône canadienne, créée en 1879. Ça fait 142 ans que Burks existe. C'est un très beau bijou canadien. Et j'ai été appelé, maintenant ça fait 9 ans, à prendre les rênes de cette maison. Et en réalité, on dit groupe Burks, c'est le nom de l'entité parce qu'il y a 2 marques qui sont gérées par le groupe Burks. La première, c'est une marque de détail, une enseigne de détail que vous connaissez sur le square Phillips, rue Sainte-Catherine à Montréal. Nous avons 30 magasins à travers le Canada et nous vendons les plus grandes marques d'horlogerie et de joaillerie au monde. On appelle ça la haute joaillerie, la haute horlogerie. On appelle ça en anglais le hand luxury. Mais la deuxième marque, c'est notre propre marque, la première marque étant Maison Burks, la marque de commerce. La deuxième marque s'appelle Bijoux Burks. C'est notre propre marque de bijoux qui est entièrement dessinée, créée, développée ici à Montréal. Et depuis quelques années, nous amenons cette marque sur les réseaux de distribution internationaux. Donc, notre ambition, c'est de faire de Bijoux Burks une grande marque de bijoux internationale. Ah, bien. Voilà pour les présentations. OK, ben merci beaucoup. Peut-être première question, peut-être un retour en arrière au tout début de la crise, mais il y a quand même eu 2 fermetures prolongées qui ont très fortement affecté vos 2 entreprises en tant que sous-secteur non essentiel au niveau de l'économie. Et vous êtes d'une certaine façon 2 entreprises familiales. Alors, pour Tristan, c'est réellement le cas. Pour Burks, ça a été le cas pendant très longtemps. Donc, j'imagine que ça n'a pas dû être facile, la gestion des employés, des fermetures, etc. Comment vous avez géré ça, même émotionnellement, ce moment-là ou ces moments-là, parce que ça s'est passé au moins 2 fois. Lily peut-être, parce que c'est une entreprise vraiment familiale encore. Après, je laisserai Jean-Christophe. De notre côté, je dirais que ça a probablement été la chose la plus difficile à faire. Côté émotif, mais aussi côté émotif parce que c'est, vous savez, pour une entreprise, son personnel, ses clients, c'est ce qui lui est le plus cher. Et puis, on a beaucoup d'employés qui sont avec nous depuis très longtemps, qu'on connaît personnellement. Et puis, on mise beaucoup sur la relève. Alors, on a un respect énorme pour nos employés et une grande amitié. Alors, de devoir licencier temporairement autant de monde, sans préavis vraiment, et sans savoir pendant combien de temps, et ne pas être capable de pouvoir donner des réponses, je dirais que ça a été une des choses la plus difficiles qu'on a dû faire face pour passer à travers la crise. Puis nous, on a eu, il y a eu beaucoup de défis, beaucoup d'obstacles. Donc, je dirais pour essayer de faire passer la pilule le mieux possible, on a été très, très transparent. Beaucoup de communication, l'intégrité, beaucoup d'authenticité, mais beaucoup de communication. On expliquait aux gens les défis qu'on traversait, les enjeux qu'on avait, les questionnements qu'on se posait.
Et puis la raison pour laquelle on prenait certaines décisions versus une autre. On avait vraiment la pérennité de l'entreprise en tête. Donc, je pense que les employés ont compris pourquoi on a pris certaines décisions et ils nous ont supportés là-dedans. Et puis, c'est une des raisons principales pour laquelle on a réussi à passer à travers la crise, c'est le soutien de nos employés. Je pense que cette question d'authenticité et de transparence est revenue à plusieurs reprises et certaines entreprises, je me rappelle très bien du cas Nike et Adidas, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Adidas avait misé sur les clients plutôt que les employés au début. Nike avait fait l'inverse et on parlait bien de l'obsession client au début dans l'introduction de Jean-Guy, mais à ce moment-là, les employés étaient plus importants que les clients, au moins dans une première phase, et Adidas a été très fortement critiqué à l'époque d'avoir fait ça. Ils ont changé leur fusil d'épaule en 48 heures. Donc peut-être Jean-Christophe, de votre côté. C'est juste ce que Lily a dit et ce que tu dis, Charles. N'oublions pas, il y a un an, qu'on n'avait aucune visibilité sur. Franchement, on a fermé. Et quand on a fermé, on a quand même annoncé, c'était le 17 mars, on a annoncé que c'était pour 15 jours. Personne ne savait que ça allait durer. Et petit à petit, on s'est installé dans une gestion de crise qui était très douloureuse pour chacun d'entre nous, quelle que soit la position. Les commerçants qui nous écoutent s'en souviennent, que ce soit le dirigeant, que ce soit une personne dans la direction ou que ce soit un employé dans un magasin ou dans le bureau, personne ne savait et personne n'avait de réponse. Et je suis d'accord avec Lily. Pour nous, en effet aussi, la solution a passé par d'abord être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai créé un comité de crise qui se réunissait tous les jours et on adressait sans agenda tous les sujets du jour. Si on avait fait un agenda, on n'aurait même pas eu le temps tellement que les sujets arrivaient sur la table, s'effondraient comme une avalanche comme ça. Et que ce soit des sujets d'ordre stratégique, des sujets d'ordre opérationnel, d'ordre financier, tous les sujets d'ordre personnel, social, culturel, il fallait qu'on s'occupe de tout. Et je dois dire qu'en effet, la transparence, l'honnêteté ont été les maîtres mots. Il ne s'agissait plus d'avancer masqué, d'avoir un discours de langue de bois, d'avoir un discours de direction, d'avoir un discours léché et bien poli. Il a fallu trouver très rapidement les solutions technologiques parce que c'est quand même étonnant quand on est une entreprise de détail depuis des décennies et qu'on n'a plus un magasin et quand on est une entreprise avec un siège social où on ne peut même plus aller au bureau, comment on fait? Dieu soit loué, la technologie était là. La technologie était là. C'est quand même... grâce à ça, on est aujourd'hui sur une plateforme Zoom, que ce soit Teams, que ce soit GoTo, que ce soit toutes ces plateformes qui ont fait fortune grâce à Covid, elles nous ont quand même beaucoup aidés. Et à ce moment-là, il a fallu communiquer et aller vers des messages qui n'étaient absolument pas préparés à l'avance. Donc, on était forcé d'être honnête, authentique, sincère, et même quand il s'agissait d'annoncer des mauvaises nouvelles. Merci à tous les deux parce que j'imagine que ce n'était pas facile pour vos employés qui ont dû rentrer éventuellement chez eux contre leur gré. J'imagine aussi que ce n'est pas toujours facile pour la direction non plus. À travers, même avant la COVID, mais à travers la COVID, on a même connu peut-être des vagues dans les habitudes des consommateurs. Évidemment, il y a le virage numérique et on va y revenir. Mais j'aimerais peut-être un peu plus regarder un peu moins la partie magasinage à ce stade, parce qu'on va y revenir dans la partie omnicanal, mais plus au niveau de la demande. Quels ont été les grands changements ou les phases? Parce que je pense qu'au début, tout s'est effondré. Mais après, la demande a quand même éventuellement évolué.
Et peut-être pour cette question-là, Jean-Christophe, tu peux commencer et Lily répondra après. C'est vrai que la demande, elle aussi, s'est effondrée. Et c'est important, c'est presque, je dirais, avec le recul, regardons les choses de manière positive. Pour les étudiants de l'école Ben Sadoun, ou tous les étudiants qui s'intéressent au commerce de détail, je voudrais rappeler que dans les années qui ont précédé, et Jean-Guy l'a évoqué, le commerce de détail connaissait déjà un phénomène de transformation, un phénomène de crise profond. Je me souviens de certains articles qui parlaient de l'apocalypse du détail. Retail Apocalypse, c'était le titre de certains articles qu'on voyait dans la presse avant le Covid. Alors imaginez quand le Covid arrive, ce que ça peut générer comme angoisse. Mais ce qu'on a constaté, c'est que évidemment, la technologie, encore elle, nous a permis de sauver les meubles. Hein. On parle de la vente en ligne, on parle du bon vieux téléphone, on parle des ventes par vidéo, sur les plateformes en téléphone mobile ou autres solutions. Donc la technologie est venue à la rescousse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait un cas tout à fait unique dans le monde, à travers le monde entier, où on a pu tester si le Retail Apocalypse était une réalité. Et le Retail Apocalypse disait, dans ces articles qui datent d'il y a maintenant 18 mois, 24 mois, disait le commerce en ligne, le e-commerce va remplacer le bricks and mortar. C'est le sens de l'histoire. Eh bien, on s'est rendu compte dans une étude idéale de laboratoire, je dirais, où on ferme tous les magasins, on s'est rendu compte que le commerce en ligne n'a pas remplacé le brick and mortar. Les ventes réalisées, même si le commerce en ligne a connu une croissance exponentielle pour tous ceux qui étaient déjà, je dirais, en ligne, eh bien, le volume des ventes était très loin. Et depuis, sur les 12 derniers mois, on l'a montré, le volume des ventes en ligne n'a jamais atteint la qualité et le niveau des ventes des magasins. Ce qui signifie que ce sont les avocats du omnicanal qui ont emporté cette victoire théorique, je dirais presque théologique, entre les partisans du tout e-commerce et les partisans du tout bricks and mortar. Il y a les gens du omnicanal qui ont raison en réalité. C'est la complémentarité entre le e-commerce et le commerce de détail et les magasins qui est en réalité la solution de l'avenir. Et la crise du Covid l'a totalement révélé comme un cas idéal de laboratoire. Jean-Christophe, merci pour ça, parce qu'on va y revenir. Mais juste parce qu'on en avait déjà discuté avant, quand même, au niveau de votre secteur d'activité, la haute joaillerie et la haute horlogerie, vous avez quand même connu deux phases, j'ai envie de dire, dans la COVID. Une première phase où les ventes ont quand même été fortement impactées et une deuxième partie où, un peu comme l'immobilier, un peu comme la rénovation, les gens ont commencé à redépenser sur des gros achats, entre guillemets, et je pense que la haute joaillerie, la haute horlogerie, c'est pas gros en termes de taille, mais c'est important en termes d'investissement possible. Donc, j'aimerais quand même que tu dises peut-être deux mots là-dessus, avant que je donne la parole à Lily. Oui, d'accord, Charles. Tu as évoqué tout à l'heure, dans ton introduction, que les commerces non essentiels ont dû fermer. Et on a réalisé que Birch était en réalité un commerce essentiel. Les gens ont eu un énorme besoin de dire « je t'aime », de manifester leur affection à l'égard de leurs proches. Souvenez-vous, au printemps dernier, c'était quand même « ça va bien aller hein, », le slogan du moment. Et on échangeait un nombre incroyable de vidéos de bonnes nouvelles, des preuves d'amour pour la planète, d'amour pour ses amis, d'amour pour sa famille. Et on a constaté en effet une demande importante pour ce besoin de manifestation de l'amour. Donc, OK. Donc une vraie réaction émotive par rapport à ça. Absolument. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à offrir.
C'est-à-dire qu'on a connu parallèlement à ça un transfert de consommation et Birch en a bénéficié très certainement dans notre univers. Les gens de la mode, et Lily va sûrement en parler, ils avaient leur supply chain qui était totalement coincée. C'était très difficile d'obtenir les collections printemps-été à cause des problèmes de flux de marchandises. C'était en effet moins compliqué pour le bijou et l'horlogerie. Il y a eu un transfert aussi de la part des gens qui étaient coincés chez eux au Canada, qui sont des gens qui avaient l'habitude de voyager, de consommer soit dans les pays étrangers, soit de consommer du divertissement, du voyage. Tout cet argent-là, je dirais, pour consommer du plaisir, ne pouvait plus le dépenser. Et donc, c'est vrai que Birch a bénéficié d'un transfert d'achat parce que les produits en or, je rappelle que la matière première, l'or, a connu une croissance des prix exponentielle au cours des 12 derniers mois. C'était l'époque, l'année dernière, où l'or montait. Et beaucoup de gens se sont, je dirais, réfugiés sur des montres en or, sur des bijoux en or. Le diamant aussi a connu ce phénomène de repli, d'achat, de confiance. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui craignaient, avant que les bourses mondiales ne montent, il y a eu ce phénomène d'incertitude où beaucoup de gens pensaient que les bourses allaient s'effondrer et il y a eu un espèce de repli, là encore, sur les matières précieuses, l'or et le diamant principalement. Alors, je ne dis pas qu'on a fait des fortunes colossales parce que j'ai évoqué tout à l'heure que nos ventes n'ont pas été remplacées par le e-commerce. Mais c'est vrai que ça a été un des phénomènes sur le plan sociologique ou de comportement des consommateurs qui nous a étonnés pendant l'année 2000, au printemps surtout. Et moi, ce que je retiens, parce qu'on en a déjà discuté, c'est toute la partie émotive au début, pour dire que je t'aime. Je pense que c'est important parce que les transferts d'achat pour des investissements, c'est quand même autre chose. Lily, j'imagine que votre réalité n'était pas exactement la même. Je pense que vous êtes retrouvée avec, du jour au lendemain avec un inventaire, parce que quand même, la mode, c'est saisonnier. Donc, je vous laisse la parole. Oui. Je ne sais pas par où commencer, honnêtement. Oui, effectivement, nous, on a eu... en fait, quand le gouvernement a annoncé la fermeture des centres commerciaux, on était à l'aube de la saison, en fait, là où nos inventaires sont au plus haut. Mais ce n'était pas livré dans nos magasins encore. On s'apprêtait à faire nos plus grosses livraisons dans les magasins. Alors, on avait des conteneurs qui arrivaient dans l'entrepôt et on ne pouvait plus expédier. Alors, on a eu vraiment là, on croulait sous l'inventaire et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir livrer en magasin. Et puis, effectivement, comme Jean-Christophe le disait, très peu de temps après, la chaîne d'approvisionnement est complètement brisée et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on a les conséquences de la COVID. On a des usines à travers le monde qui ferment toujours à cause des éclosions de COVID, à cause de la troisième vague qui a repris parce qu'on fabrique dans plusieurs pays à travers le monde. Donc, au début, on a commencé à ressentir les séquelles avant même de les sentir ici, au mois de novembre en Chine, novembre 2019. C'est ça, oui, novembre 2019 en Chine. Ensuite, on a eu des problèmes en Europe et ensuite, c'est venu ici. Donc, c'était vraiment un casse-tête de gérer la chaîne de production, d'approvisionnement. Puis ensuite, on a eu des problèmes avec le transport. Alors, tout le monde voulait importer, on importait du matériel d'équipement de protection médicale, donc il n'y avait plus de conteneurs de disponibles. Les prix étaient à la hausse. Les prix de transport ont touché des sommets qu'on n'a pas vus, qu'on n'a jamais vus. Donc, tout ça, pour nous, ça a été des casse-têtes opérationnels très, très importants, en plus de tout ce qu'on devait gérer là, avec les employés, avec les finances. Ça a été une guerre de liquidité, cette crise-là, puisque nos revenus ont chuté du jour au lendemain parce que de notre côté non plus. Oui, nous, on promouvoit beaucoup un modèle hybride, comme Jean-Christophe le mentionnait, parce qu'on l'a vu avec
quand on enlève nos magasins, le commerce en ligne augmente de manière drastique, mais pas suffisamment pour contrer les pertes de revenus des magasins qui ferment. Je veux dire, quand on brosse un scénario comme ça, comme vous venez juste de brosser, vous êtes toujours là aujourd'hui. Ma question est, qu'est-ce que vous avez fait pour vous adapter, pour changer, pour transformer et survivre? Parce que vous parliez de liquidité. Je pense que beaucoup de détaillants ont appris que le bilan était la chose la plus importante à gérer à court, moyen et long terme. Et ceux qui sont rentrés dans la crise avec un bilan et une trésorerie qui était pas très bonne en ont payé le prix lourd. Donc, comment vous avez fait? Parce que ça me paraît être insurmontable de défis qui viennent à droite et à gauche. Oui. Tout de suite après avoir fait l'annonce à nos employés, on a fallu se remettre rapidement sur nos pieds pour passer en mode gestion de crise, parce qu'on a su dès lors que ça allait être une guerre de liquidité. Parce que bon, on l'a mentionné, les banques sont devenues très, très frileuses suite à l'annonce de la fermeture des centres commerciaux. Et puis, en tout cas, pour nous, de notre côté, on nous a retiré notre marge de crédit qu'on n'utilisait pas. Alors, on a su tout de suite que ça allait être une guerre de liquidité, qu'il fallait générer des liquidités pour passer à travers la crise et que ce ne serait pas la banque qui allait nous aider. Donc, on se fallait se fier sur nous seulement. Alors, rapidement, on a, bon, il y avait le web, les ventes en ligne, mais rapidement, on a changé une partie de notre ligne de production pour faire de l'équipement médical. Alors, puis la raison pour laquelle on a pu faire ça, c'était, bon, oui, il y avait un énorme besoin dans le milieu de la santé, mais aussi c'est qu'on avait des usines. On a des usines au Québec. Et puis, on naviguait peut-être à contre-courant dans les 10 dernières années en maintenant ou en essayant de conserver ces usines au Québec. Parce que vous savez, la plupart de tous les détaillants, en fait, ou la plupart des détaillants envoyaient leur production en Asie ou en Asie. Mais nous, on s'est toujours battu pour conserver nos usines, pour garder la main-d'œuvre ici, garder le savoir-faire ici, qui n'est pas facile. Mais pendant la crise, c'est la raison pour laquelle on a pu faire l'équipement de protection pour le système de la santé, parce qu'on avait les usines ici. Donc, rapidement, on a pu faire ça. Et puis, cette crise-là, bon, je suis une éternelle optimiste, mais cette crise-là nous a permis aussi de renégocier nos baux, qui était l'enjeu principal des détaillants depuis plusieurs années, bien avant la crise. Mais on dirait qu'il aura fallu la crise pour nous permettre d'avoir un levier avec les bailleurs, les centres commerciaux, pour arriver à une entente où il y a un meilleur partage des risques, où il y a un meilleur ratio loyer sur vente. On était avec des ratios loyer sur vente qui faisaient juste plus de sens avant la crise. Alors que les trafics dans les centres commerciaux étaient à la baisse, nos loyers étaient continuellement à la hausse. Alors, cette crise-là nous aura au moins permis de rétablir ces ratios-là, de travailler avec nos centres commerciaux, avec nos bailleurs, d'avoir une meilleure collaboration, de leur montrer aussi que s'ils veulent qu'on reste, ils doivent montrer un esprit de collaboration. Ce qu'ils ont fait. Alors peut-être, là-dessus, je vais peut-être aller vers Jean-Christophe, parce que je pense que les centres commerciaux sont aussi très importants pour votre entreprise Burks. Jean-Christophe, comment ça a été avec les bailleurs et les centres commerciaux? Oui, moi je suis très impressionné par ce qu'a dit Lily, je dois le dire, parce que... Moi aussi, hein, donc entre parenthèses, c'est impressionnant, parce que quand on écoute le début, on ne sait pas comment on va s'en sortir hein, après. Quand j'entends Lily dire avec autant de simplicité que l'entreprise a totalement changé de business model et qu'ils sont devenus fabricants et fournisseurs d'équipements médicaux,
Bon, il n'y a qu'à regarder sur Google, hein. Vous googlez Lily Fortin et vous allez vite comprendre à qui vous avez affaire, hein. Parce que vous voyez toute la presse qu'il y a eu, et à juste titre, sur ce que Tristan a réalisé sous la direction de Lily, c'est extrêmement impressionnant, extrêmement impressionnant. Et avec une bédaine. Une grosse bédaine. L'autre complexité de la crise, c'est que moi, j'étais enceinte. Donc, au début de la crise, j'annonçais aux employés que j'étais enceinte. Et 2 semaines après, qu'on fermait. Et puis, ça s'est enchaîné comme ça. Donc, toute une année 2020. Mais vous rayonnez aujourd'hui, donc... Incroyable. Désolée, je vous ai coupé. Non, pas du tout. Moi, laissez la parole à Lily pour toute la séance. Non. On va l'écouter. Hein. Ce qui est pour moi, le cas des centres commerciaux est un cas parmi des dizaines qu'on a réglés. Il était peut-être l'un des moins faciles à gérer parce que les centres commerciaux, au début, les landlords, hein, les grands propriétaires de centres commerciaux, au début, ont été très inflexibles. Et progressivement, ils se sont mis à la table des négociations. Je dirais qu'ils n'avaient peut-être pas le choix. Et puis, on a beaucoup été aidé par les organismes comme le CQCD, quand même, hein, qui ont été très, très présents au soutien des commerçants pour fédérer la réponse des commerçants. On est dans une industrie qui est extrêmement fragmentée, tout le monde est différent, chacun est dans son coin. Il y a très peu en réalité, on ne représente pas une industrie unie qui parle d'une seule voix. C'est je dirais, une des faiblesses de notre industrie. On est le plus gros employeur et on ne nous entend pas. C'est quand même bizarre. Et certainement, les grands propriétaires de centres commerciaux profitent de cette situation où ils ont affaire à des magasins et à des marques qui sont très fragmentées, pas forcément divisées, mais pas unies. Je dirais que les centres commerciaux ont accepté d'aider les commerçants, mais ce n'est pas fini. Il faut réaliser que le monde a changé. Même après le Covid, je crois que les centres commerciaux vont devoir s'adapter. Les centres commerciaux ont pour ambition de créer, et ils ont raison, un écosystème différent de ce qu'était le centre d'achat dans le passé, où on allait garer son automobile sur un grand parking et puis aller faire des courses dans les commerces de détail qui étaient tous là sous le même toit. Ça a beaucoup changé et les centres commerciaux sont gérés par des gens de grande qualité qui ont compris qu'il y a besoin de créer un écosystème. Ce qui est étonnant, c'est que cet écosystème, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à un centre-ville. On retrouve les commerçants, mais l'ambition des centres commerciaux, c'est d'apporter des services professionnels, d'apporter de l'entertainment, de la bouffe de meilleure qualité, d'apporter du logement, de l'hôtellerie, d'apporter des bureaux et de créer comme la reproduction d'un centre-ville où tout le monde est là. Vous avez des cinémas, vous avez des salles de spectacle, mais vous pouvez aussi faire vos courses, que ce soit des courses de fruits et légumes ou des courses chez Tristan ou chez Burks. Et juste là-dessus, Jean-Christophe, où se situe le détaillant dans ce futur-là? Le détaillant se situe, il devrait, et c'est mon sentiment, c'est mon opinion, c'est que le détaillant devrait se situer comme il se situe en centre-ville. Lorsqu'on a un magasin en centre-ville, on a le choix de gérer selon le business model de notre industrie. Aujourd'hui, les centres commerciaux demandent à tous les détaillants d'ouvrir à la même heure, de fermer à la même heure, selon des règles très précises qui sont écrites dans les baux. Mais je pense que l'avenir va vers la flexibilité, c'est-à-dire que le centre commercial considère que ses clients, en venant chez eux, s'attendent à ce que tous les magasins soient ouverts quand ils viennent. Ce n'est pas le cas en centre-ville. Vous ne pouvez pas demander à Tristan ou Burks d'ouvrir à la même heure que le boulanger ou que le café du matin qui sert des petits déjeuners. Ne peut pas non plus être ouvert à la même heure que les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle. Donc, il va falloir trouver sous ce toit, qui est le centre commercial, une manière
de reproduire une vie de quartier sous la bulle du centre commercial, en donnant plus de flexibilité sur le contrôle des heures d'ouverture, mais aussi des jours d'ouverture. Je précise ça parce que Lily l'a évoqué. Le coût d'opération dans un centre commercial devient tellement exorbitant que beaucoup de détaillants se posent la question de savoir si ce business model a vocation à durer. Donc, si les centres commerciaux ne se mettent pas à écouter les commerçants, ils vont finir par vider leurs propres centres commerciaux. Et donc, un commerçant il connaît tellement bien son affaire qu'il sait quelles sont les heures d'ouverture les plus optimales, les jours d'ouverture les plus optimales. Pourquoi ouvrir 7 jours sur 7 si les clients ne viennent pas 7 jours sur 7? À quoi sert-il d'employer des vendeurs et des vendeuses qui ne servent personne dans leur magasin parce qu'il n'y a pas le trafic? Mais je pense que là, c'était le passé, parce que le passé n'était que des détaillants. Maintenant, si on réplique la vie de quartier, ce que je préfère d'une certaine façon au centre-ville, parce que je pense que c'est vraiment répondre aux communautés environnantes et dans toutes leurs habitudes de vie. Donc, je trouve la vie d'un quartier ou d'une banlieue est beaucoup plus, et du centre-ville évidemment, mais je pense que ça répond beaucoup mieux à ce que tu dis, à comment vivent les gens et à répondre à leurs attentes en tant que vie de quartier. Donc, je pense que tu as raison. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose d'autre ou on peut passer. La question, elle était qu'est-ce qu'on a fait? Ça a été, et puis, OK, parce vas-y. qu'il n'y a pas eu que il y a eu tellement de choses qui se sont passées. OK. Alors, je vais peut-être passer à un sujet qui est quand même d'actualité qui a été présenté par M. le ministre en introduction, qui est le virage numérique ou la transformation omnicanale. Pour vous, ça veut dire quoi, cette transformation? Parce que c'est un bien grand terme. Il y a des gens qui misent sur leurs magasins, il y a des gens qui misent sur d'autres choses, qui rationalisent les magasins, font ce qu'on appelle les black stores ou les black kitchens dans l'alimentaire. Lily, peut-être vous pouvez commencer. Je pense que on avait commencé la transformation numérique bien avant la crise du COVID. Ce que la crise aura fait, peut-être, elle nous aura aidé à initier certains clients à changer leurs habitudes d'achat et à les initier aux achats en ligne. Donc, maintenant, je pense que presque tout le monde, peu importe le créneau d'âge, on a même vu une étude récemment, là, peu importe le créneau d'âge, les gens ont transféré vers des achats en ligne ou en tout cas ont goûté, ont essayé les achats en ligne alors qu'ils ne l'auraient peut-être pas fait sans la crise. Mais pendant la crise, de notre côté, en tout cas, vu le contexte aussi incertain et aussi difficile, on a mis certains projets sur pause, mais pas les investissements dans le numérique. Alors, malgré les difficultés auxquelles on faisait face, on n'a pas repoussé les projets si c'était en lien avec le commerce en ligne ou les ventes en ligne ou le numérique. Alors, il fallait d'autant plus être créatif pour être capable d'autofinancer ces projets-là. Mais pour nous, c'est important de ne pas les repousser, de ne pas les mettre sur pause, ceux-là. On a mis certains projets sur pause, on a été forcé de mettre certains projets sur pause. Mais pas la partie numérique. Oui. OK. Et peut-être une question pour tous les deux, mais peut-être tourner vers Jean-Christophe. Quand on parle d'omnicanal, est-ce qu'on est dans un univers où les gens ne font qu'acheter en ligne ou qu'acheter en magasin, ou maintenant ils font un peu des deux? On parle de click and collect, on parle de livraison, comment j'utilise des mots anglophones, mais curbside delivery. Jean-Christophe, et même on est revenu au téléphone. Sur le plan de la technologie, d'ailleurs, la problématique n'était pas de rentrer en contact avec nos clients ou de permettre aux clients de rentrer en contact avec nous. C'était plutôt, en réalité, comment organiser les modes de paiement de manière digitale. Et là, tout ce qui est processeur en termes de paiement, ça a été intéressant de travailler avec les Numéris et autres fournisseurs. Quand on fait une vente par téléphone, comment éviter la fraude?
C'était une belle question. Ça reste toujours une grande question. Ça reste toujours une belle question. Ce qui s'est passé, et merci d'évoquer la question d'omnicanal, on avait peut-être dans le passé cette idée qu'il y avait des gens qui faisaient leurs achats dans les magasins et puis d'autres, pas les mêmes, qui faisaient des achats en ligne. C'est totalement faux. Et on le sait d'ailleurs, hein, autant que nous sommes pas seulement des commerçants, nous sommes des clients aussi. Et donc, on aime aller dans les magasins. On aime aussi acheter en ligne parce que c'est pratique, surtout quand les magasins sont fermés. Mais ce qui m'a surpris, je voudrais faire cette observation, c'est que cette division, cette espèce de rivalité supposée qui existe entre les équipes qui font de la vente en ligne et les équipes qui font de la vente au détail en magasin, en réalité, elle a disparu pendant le Covid. Nous avons, malgré la fermeture des magasins, derrière les portes closes, nous avions des vendeurs qui venaient au travail, 2 ou 3 par magasin, qui répondaient au téléphone, qui appelaient les clients, qui faisaient le service. N'oublions pas que dans notre métier, nous avons du service après-vente, des montres à réparer, des bijoux, des pierres à ressertir ou à remonter. Il y a eu toute cette activité qui existait encore pendant Covid avec des gens qui travaillaient derrière les portes closes. Et ces vendeurs et vendeuses, ces directeurs et directrices de magasins se sont trouvés fournisseurs de la vente en ligne, puisque notre inventaire, c'est un inventaire de forte valeur, qui n'est pas périssable, heureusement, qui ne se démode pas, heureusement, mais l'inventaire était dans les magasins. Et donc, les commandes en ligne, nous les enregistrions, bien sûr, sur notre site Internet, mais les livraisons se faisaient depuis les magasins. Notre centre de distribution avait des produits aussi, mais pas tous les produits disponibles. Et certains de nos produits sont relativement rares. On en a peut-être 1 ou 2 disponibles à travers tout le Canada. Et donc, la commande d'une montre particulière ou d'une bague ou d'un collier faite à Montréal pouvait très bien être expédiée depuis Toronto, Calgary ou Vancouver, depuis les magasins qui sont devenus en réalité les plus grands supporters du e-commerce. Et tout le paradoxe auquel on pouvait penser dans le passé a totalement disparu pendant Covid. On avait des gens qui volontairement servaient un réseau de distribution qui était supposé être un concurrent pour eux. Et on a donc réalisé à quel point les gens dans les magasins, les employés des magasins, se sont adaptés à la technologie. Et je voudrais souligner ça parce qu'on a tendance à dire que les gens du commerce de détail sont relativement conservateurs, ils aiment bien leurs petites habitudes, ils sont lents à la transformation numérique. Et c'est totalement faux. J'ai été très surpris par la capacité, la volonté, la rapidité d'adaptation des nouvelles technologies par nos employés de magasins. Ça a été une révélation pour moi l'année dernière, en 2020. Merci pour ce commentaire-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions sur la main-d'œuvre parce qu'une question qui est sous-jacente à tout ça, en ayant partagé le monde entre le numérique et le physique, c'est comment on rémunère de manière commune l'ensemble et que ça crée pas, ça continue pas à créer des... Et je pense que peut-être que dans le module sur la main-d'œuvre, on en parlera. Je regarde un peu le temps qui passe. J'aimerais juste, j'ai 2 dernières questions, un sur l'achat local et le dernier, un peu, des gens disent que vous êtes très inspirant, donc j'aimerais bien que vous donniez plutôt que le plus grand défi, qu'est-ce que vous diriez aux autres pour les inspirer. Donc, mais avant d'arriver à cette conclusion-là, et sur l'achat local, j'aimerais juste élargir ça à tout ce qui est local, parce que Lily, vous l'avez très bien dit, on produit localement. Donc, le local, pour vous, en quoi ça devient primordial, que ce soit de l'achat local ou de la production locale ou du travail communautaire local? Lily, peut-être que vous pouvez commencer. Nous, on a toujours mis beaucoup d'importance sur le local. Pour nous, c'est oui, ça peut être une fabrication ici locale, mais ça veut aussi dire avoir un bureau chef ici, avec une équipe de designers ici, des patronistes ici. Donc, nous, même si on produit un vêtement, donc si le vêtement se fait
ou se fabrique, que ce soit en Turquie, au Portugal, en Italie ou en Chine, on le traite de la même manière, ou il est conçu de la même manière que si on le fabrique ici. Alors, on a les mêmes exigences, on a les mêmes suivis, la même rigueur pour le suivi, pour toutes les étapes de production du vêtement. Parce qu'on le sait très bien qu'on ne peut pas fabriquer tous les produits ici. Il y a certains produits où on a perdu la main-d'œuvre, on n'a plus, les machines, on n'a plus la main-d'œuvre pour fabriquer certains types de produits ici. Vous savez, on ne peut pas fabriquer un chandail dans une usine de pantalons. On ne peut même pas faire un veston dans une usine de pantalons. Ce n'est pas les mêmes machines, ce n'est pas les mêmes compétences. Alors, comment vous avez fait pour faire des équipements médicaux, etc., dans vos usines? Ouais, vous avez quand même fait preuve d'une certaine agilité. Oui. Ah, vous savez, tout est possible. Exactement. Donc, tout est possible. À votre point, tout est possible. Et puis, on est dans une industrie très, très créative. Et puis, il a fallu faire face à notre créativité. Et puis, on se dit tous agiles, là, c'était le temps de le montrer. En fait, on a fait des tests. Alors qu'au tout début, on pensait, quand on m'a demandé, quand j'ai vu qu'il y avait un grand besoin de visières parce qu'au tout début, c'était ça, c'était des visières. Oui, donc encore plus, parce que je peux comprendre de transférer d'un pantalon à un chandail, mais de transférer d'un pantalon à des visières, c'est quand même pas le même métier. Hein? Non, exactement. Alors, au tout début, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire des visières? On pense pas. On dit, on pense que non, mais on a quand même testé, essayé. On s'est acharné pour que ça fonctionne. Et puis, ça a fonctionné. Quand on a vu que nos machines de coupe de laser avec lesquelles on coupe du tissu ont réussi à couper le plastique, ça a ouvert de nouveaux horizons, disons. OK. Et Jean-Christophe, sur l'achat local ou le local? Local, je vais m'exprimer avec plaisir. Je voulais souligner, Lily a parlé des visières, il y a eu les grands débats sur les masques au début. C'est pour moi l'opportunité de dire que les commerçants, et je voudrais faire un peu de protectionnisme commerçant là, les commerçants sont des gens dont on se méfie parfois. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Mais je voudrais souligner quand même que les commerçants sont les gens qui ont très vite compris qu'il fallait adopter les protocoles de protection de leurs employés d'abord et de leurs clients d'abord aussi. Et donc, toutes les mesures nécessaires, certes contraignantes, qui consistaient à protéger les gens par les masques, par les visières, par le nettoyage systématique des comptoirs et des tables de vente, des vitrines, des produits. Tout ça a été adopté très vite par les commerçants. Ils savaient que c'était très important pour leur métier. Et donc, les commerçants, je le sais, ont vécu les fermetures de magasins comme une injustice parce qu'ils avaient l'impression d'être traités comme des délinquants. Bon, on parle là au CQCD et les membres du CQCD le savent. Il est très important de continuer de convaincre les autorités publiques que les commerçants sont leurs meilleurs alliés, ne sont pas des ennemis. Donc, si vous connaissez bien notre métier, si vous savez ce que nous faisons, messieurs, mesdames des pouvoirs publics, vous comprenez que vous pouvez nous faire confiance et vous appuyer sur nous. Je ferme cette petite parenthèse. Mais je voulais signaler qu'en termes de commerce local, je suis tout à fait d'accord avec Lily. Le local, c'est ce que j'appelle la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire que lorsque tous les métiers sont là, bien sûr la vente, nous vendons des marques suisses, françaises, italiennes, et bien sûr une très grande marque et très belle marque canadienne qui est Bijou Burks. Mais acheter local, c'est aussi acheter auprès de gens dont le savoir-faire, l'expertise, que ce soit en termes de marchandisage, de planification, c'est un savoir-faire qui est très fort ici à Montréal. Il y a un tissu d'entreprises de commerce de détail qui sont des grands professionnels de la supply chain et on trouve de très grandes compétences ici dans ces métiers-là.
Le dessin, la création des bijoux Burks, elle est ici, dans nos bureaux à Montréal. Le développement des produits, les cahiers des charges de qualité sont tous faits à Montréal. Et donc, cette maîtrise d'œuvre-là fait que, comme Tristan, en réalité, Burks est une entreprise locale qui vend des produits locaux. Merci. Alors, j'ai une question qui est un peu sur l'inspiration, donc on pourra terminer là-dessus et après ouvrir si les gens veulent. Je voudrais juste dire qu'on a passé 1 heure ensemble, on en pensera un peu plus. Il y a eu quasiment personne qui a quitté. Donc, vous avez été inspirants du début jusqu'à la fin. Lily et Jean-Christophe, bon, les gens vont peut-être quitter maintenant parce qu'il est 10 heures, mais pour ceux qui veulent rester, on va ouvrir les questions. Mais quel est le plus grand apprentissage que vous avez fait durant cette pandémie? Lily ou Jean-Christophe, comme vous voulez, à ce stade. Lily d'abord. Je ne sais pas si c'est un apprentissage ou si ça n'a que reconfirmé qu'il y a une chose qui est importante, c'est nos valeurs. De notre côté, c'était le respect. Puis, parce qu'en gestion de crise, c'est très, très facile de gérer la crise. Il ne faut pas oublier de gérer le après aussi. L'après-crise, pour nous, a toujours été l'objectif principal. Il fallait traverser la crise, mais il fallait rester fidèle à nos valeurs. Et avec tout était ébranlé autour de nous. Alors, pour nous, c'était important de se recentrer, de dire, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est nos valeurs. Il ne faut pas dévier de ça. Notre client, notre employé, notre entreprise, avec tous les changements qui se passaient autour de nous, on est resté fidèle à qui on est. Et les valeurs, on n'a pas mis de côté là, les choses qui sont importantes pour nous. Et si je peux me permettre, parce que vous parlez avec tellement de passion, c'est quoi vos valeurs? Parce que visiblement, vous en êtes très emblématique, mais ça m'intéresse de savoir. Premièrement, c'est le respect. Le respect du client, le respect des employés, le respect du produit avec lequel on travaille. Nous, on fait un certain produit, on mise sur la qualité, sur la durabilité, sur la pérennité d'un produit, parce que nous, dans la mode, c'est périssable, mais on veut pas qu'elle le soit. Notre produit ne l'est pas. Notre produit, on mise sur la qualité parce qu'il faut que, surtout maintenant, je pense que les gens sont conscients qu'ils doivent faire des investissements plus que des dépenses. Ils veulent acheter mieux, acheter peut-être moins, mais acheter mieux. Alors nous, on est exactement dans c'est ce qu'on partage. On partage cette pensée-là qu'il faut acheter un produit de qualité pour la terre, pour nous, pour tout le monde. On va tous être gagnants si on achète de la qualité, quelque chose qui va durer. Donc, à la base, c'est le respect. Et puis, l'agilité, la créativité, l'innovation, pour nous, ça reste très, très important. Puis, c'est ce qui nous aura permis de passer à travers la crise. Et la passion. La passion, je pense qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait et le faire bien si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'y croit pas et si on ne le fait pas avec passion et amour. C'est bizarre parce qu'on n'a pas vu que vous étiez passionnée, Lily, du tout durant cette heure. Non, je taquine là. J'espère que tout le monde comprend ça parce que vous faites vraiment preuve d'une très grande passion. Donc, Jean-Christophe? Lily, merci d'évoquer ça parce que la question de la qualité et de la durabilité, c'est un souci bien sûr qui est très cher à la Maison Burks. En vous regardant, j'ai le souvenir de ma grand-mère qui était, elle n'était pas canadienne, elle était du sud-ouest de la France, c'était une paysanne très simple. Et quand j'étais petit, elle me disait très souvent, et je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, mais elle disait, nous, on n'est pas assez riches pour acheter bon marché. C'est drôle. Ma grand-mère disait la même chose. Alors, ça m'a fallu longtemps pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Mais en effet, le produit bon marché n'est pas pérenne. Et j'ai fini par le comprendre en rentrant chez Cartier 20 ans plus tard. Et puis maintenant que je suis chez Burks, c'est encore plus vrai. Donc, le produit de qualité, certes, on va le payer cher, mais il va durer longtemps.
c'est incroyable combien cette dimension a pris tout son sens pendant la crise Covid. Je voudrais rajouter à ce qu'a dit Lily que ce qui m'a surpris, moi, j'ai beaucoup parlé, vous m'avez beaucoup entendu parler de la technologie, combien la technologie nous a sauvés à travers les plateformes comme Zoom, à travers le commerce en ligne, le téléphone, tout ça. Mais en réalité, c'est étonnant comment l'humain a retrouvé tout son sens pendant cette crise, comme cette espèce de résurgence de la dimension humaine, à travers plusieurs éléments. Le premier, c'est combien des gens bons, des employés qu'on considérait bons, sont devenus exceptionnellement bons. Ça m'a beaucoup surpris, de voir les compétences surgir chez des gens, non pas parce qu'ils étaient payés, parfois on avait même réduit les salaires, mais parce qu'ils se sont défoncés pour leur entreprise, pour leurs collègues, pour leurs clients. Ça m'a tellement impressionné, j'en étais très souvent ému. Cette dimension humaine, la technologie ne la remplace pas. Un autre aspect de la question humaine, c'est que nous avions souvent au téléphone nos clients qui disaient « Quand est-ce que vous ouvrez ?» Parce qu'on a besoin de rencontrer du monde. Et c'est vrai qu'on est là face à des gens qui ont devant eux leur clavier, leur écran, avec des beaux produits. Il leur suffit d'appuyer de pousser sur le piton, comme on dit. Et ici, de presser sur le piton, c'est une expression merveilleuse que j'adore. Mais en un clic, ils peuvent acheter. Pas besoin de se déplacer, pas besoin de prendre la pluie, pas besoin de chercher des heures à se garer dans le centre de Montréal. Pas besoin de tout ça si on achète en ligne. Et cependant, les mêmes personnes prennent leur téléphone et disent « Quand est-ce que vous ouvrez? J'ai besoin de venir vous voir. Prendre un café, boire un petit verre au comptoir avec nous et bavarder, parler de choses anodines. » Cette chose-là est tellement importante. Alors ce slogan, moi, qui a été celui du Québec, qui était bien, ça va bien aller, pour moi résume tout. D'abord l'état d'esprit du Québec qui est positif, des Québécois qui sont toujours là, résilients, et malgré le pire des merdes, ils vont dire ça va bien aller. Mais cette dimension-là, ça me rappelle le film Matrix, vous savez, malgré l'intelligence artificielle, la technologie qui vous envahit, qui vous inonde, qui cherche à dominer, tout est là pour éliminer l'humain. À la fin, un peu d'amour et un peu de jugeote fait que les gens, grâce à la motivation, grâce au cœur, ils finissent par l'emporter. Ça me rend énormément optimiste pour l'avenir, malgré la domination de l'intelligence artificielle et de toute la technologie qu'on voudra. Vous êtes exceptionnels, hein, je voudrais juste vous dire tous les deux, c'est tellement inspirant. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres questions, mais moi, j'ai noté tellement de mots importants. J'aimerais quand même en lister parce que je pense que ça résume bien vos propos passionnés, remplis de valeur, et ces mots sont beaucoup remplis de valeur. J'ai noté authenticité, transparence, communication, protéger, fédérer, tout l'aspect humain, le respect, l'agilité, les liquidités, Lily, parce que bon, c'est quand même un mal nécessaire. Un mal nécessaire, exactement. Mais tellement de beaux mots et qui montrent aussi que l'écosystème, et vous en avez parlé en partie avec les associations ou les organismes comme le CQCD, c'est fédéré. Et ce que j'adore, moi aussi, je sais qu'il y a l'intelligence artificielle, je sais qu'il y a les technologies, je sais qu'on y travaille beaucoup à McGill, mais pour moi, il y a tout le côté magie et le côté humain de ce qu'on fait dans le secteur du commerce de détail. On est là pour aider les gens à être plus humains de manière générale, nous aussi, et à faire en sorte que leurs rêves deviennent des réalités. Pas toujours, bon, dépendant des magasins, mais dans certains cas, c'est des beaux messages.
et je vous remercie vraiment profondément. En tant qu'animateur, ça me touche beaucoup. Et je regarde encore, on a 86 participants encore en ligne. Ça montre vraiment que ce que vous avez dit, vos propos ont dû toucher les participants. Donc, moi, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que je n'en vois pas d'autres. Oui, il y aurait encore une question supplémentaire si si vous le permettiez. Euh, donc, j'aimerais souligner que les commentaires sont assez très positifs dans le chat et dans le Q&A. On souligne la valeur profonde des entreprises qui sont sur le panel aujourd'hui, des gens et on est heureux en fait d'entendre des gens qui ont des valeurs aussi bien ancrées et que le partage se fait quand même dans la bonne humeur, le sourire après une année euh, qui était intéressante, mais aussi pleine de défis. Donc voilà. Dernière question, peut-être de la part de Mme Morissette. Est-ce que il y a eu un changement dans la façon que les consommateurs vous demandaient certains aspects? Est-ce que vous avez senti que les consommateurs, vos clients, modifiaient une façon de vous demander des trucs, leurs attentes étaient différentes avant, pendant et après ces jours? Élie, moi. Allez-y, allez-y. Je crois qu'on l'a évoqué avec Lily. Ce qui m'a frappé, moi, c'est pendant la période de l'année 2000, quand je regarde un peu nos statistiques et ce qui s'est passé pour essayer de faire le tri sur tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai constaté une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est l'augmentation du prix moyen. C'est-à-dire on a vendu beaucoup moins de volume. Évidemment, nos magasins étaient fermés. Mais ce qu'on a vendu était plus précieux que ce qu'on vendait avant. Ça bouscule mon imaginaire. On a évoqué cette question de qualité et de pérennité et de durabilité du produit, mais ce n'est pas seulement ça. Je crois que la notion de précieux a changé. Je ne sais pas si elle va durer, mais pendant l'année 2020, ça a été assez frappant de voir que les choses précieuses, c'était l'amour de sa famille, le besoin de dire, je l'ai évoqué, je t'aime à quelqu'un qui compte. Et les gens n'ont pas hésité, même en ligne, à dépenser plus pour ça. Alors, on a, je crois, affaire à ce que peut-être j'appellerais la génération Covid, les gens qui ont vécu ça, un peu comme les anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas des héros, on n'est pas des héros, mais on a connu quelque chose de tellement extrême, de tellement unique, qu'il restera quelque chose. Et je souhaite que cette capacité à s'émouvoir, cette capacité à penser et à prendre soin de l'autre, ça va rester. Je le souhaite. Et on doit, je crois que c'est notre devoir à nous qui avons vécu cette crise d'enseigner ça aux générations qui vont suivre, de ne jamais abdiquer sur la dimension humaine des choses, jamais abdiquer sur les émotions, jamais abdiquer sur des choses que les machines n'ont pas, c'est-à-dire la capacité d'aimer. N'oublions jamais ça, parce que ça peut faire des miracles aux gens et ça peut sauver le monde. Lily? Oui, puis oui, absolument. La réponse une réponse peut-être plus légère sur les changements d'habitude des consommateurs, peut-être dans notre industrie ou chez nous, c'est que nous, du jour au lendemain, les gens travaillaient de la maison. Nous, on est vraiment, notre marché cible, ce sont les jeunes, modernes, professionnels. Professionnels voulaient souvent dire, en fait, voulaient dire, avant 2020, travailler au bureau principalement. Il y en a qui travaillaient de la maison déjà, mais la grande majorité de nos clients travaillaient dans les bureaux. Alors, du jour au lendemain, nos professionnels travaillaient de la maison.
Et du jour au lendemain, les gens ne portaient plus de veston, chemise, cravate. On a vu donc en plus les habitudes d'achat ont transféré sur le web, mais en plus, ils avaient besoin de produits différents. Peut-être une petite anecdote cocasse là pour finir avec une certaine légèreté. Nos ventes de haut, les hauts, tout ce qu'on porte dans le haut ont augmenté, alors que les ventes des bas, des pantalons, ont diminué parce que les rencontres étaient sur Zoom. Ou sur des plateformes, sur différentes plateformes. Donc, les besoins ont changé. Par contre, on a vu avec la réouverture des magasins que les gens, après une aussi longue période, je pense qu'il va y avoir un retour peut-être pas tout de suite au veston tailleur, mais il va y avoir un retour là, au besoin de se sentir bien, de se faire plaisir, de bien paraître, d'être soucieux, d'avoir un souci du détail, parce qu'on voit que les nouveautés qu'on livre en magasin se vendent très, très rapidement, particulièrement les imprimés de couleurs. Les gens ont besoin d'avoir un peu de gaieté après une année aussi difficile. Donc, on a besoin de se faire plaisir, besoin de revivre. OK. On va prendre une dernière question, peut-être allant vers le futur. Quelles pratiques mises en place durant la pandémie allez-vous conserver une fois la crise passée? Je pense qu'il y en aura plus qu'une, mais quelle est la pratique principale que Lily ou Jean-Christophe? Pendant la crise, il y a une citation que j'ai toujours gardée en tête, que j'ai affichée d'ailleurs sur le mur de mon bureau. C'est une citation de Churchill qui dit, désolée, elle est en anglais, « Never let a good crisis go to waste ». Alors, on a dû prendre des décisions difficiles, mais toujours avec une optique de se remettre sur pied, puis de pouvoir être là pour notre client après crise. Donc, c'est avec un optimisme éternel que je pense qu'il faut traverser tous les défis qui se présentent devant nous. Et puis de jamais oublier là où on s'en va. Comment on s'y rend? Ça peut être ébranlé, ça peut changer, mais il faut garder l'œil sur notre objectif et puis je pense le faire avec, garder un optimisme parce que sinon c'est le début de la fin, je pense. J'adore les cotations de Churchill. Je pense que c'est un orateur absolument exceptionnel et qui savait gérer des crises. et avec un optimisme débordant, malgré tout, ce qu'il a dû affronter et ce qu'a dû affronter un certain nombre de pays à cette époque-là, au moins durant la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Christophe? Il y a beaucoup de choses que nous avons évoquées, je crois, pendant notre bavardage. Là. C'était, ce qui va rester, je pense, c'est d'abord, de manière très symbolique, l'annonce du ministre Fitzgibbon est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il était inimaginable de penser qu'une école consacrée au commerce de détail, Dieu sait si même dans les business schools, le commerce de détail passe ses lettres de noblesse. Eh bien, le commerce de détail dans une grande université comme McGill commence maintenant là à recevoir ses lettres de noblesse. Le gouvernement a quand même annoncé, c'est incroyable, 5 millions, c'est ça, sur 3 ans Sur 4, oui, c'est sur 4 ans, mais bon, ça change pas. Lui a dit 3 ans, mais c'est sur 4 ans, ça ne change pas rien du tout. Bref, c'est quand même incroyable. Ça, c'est merveilleux et c'est donc un signe important pour l'avenir. Il y a un autre signe important qu'il ne faut pas oublier de la crise, Lily l'a évoqué, c'est la gestion des liquidités. Le cash, c'est vraiment ce qui peut permettre de sauver une entreprise. On le savait déjà, mais plus que jamais, on le sait maintenant. Et je retiendrai la discussion qu'on a eue sur la relation entre les commerçants et les centres d'achat. Je pense qu'il nous faut inventer le business model de demain
en termes de centre d'achat. Il nous faut l'inventer ensemble, la main dans la main, non pas en confrontation, mais en discussion, en partenariat avec les propriétaires de centres d'achat. C'est important pour eux, c'est important pour nous. Merci à vous deux. Je passe la parole à Jean-Guy pour terminer la session. Ou pour... J'aimerais vous remercier tous trois pour votre excellente présentation. Jean-Christophe et Charles. Charles, dans une animation très fluide et très intéressante aussi, une bonne relance. Donc, je crois que les gens qui ont assisté aujourd'hui vont en bénéficier énormément, beaucoup de bonnes idées, beaucoup de bonnes visions sur l'avenir, où on se s'en va post-crise. Donc, les commentaires sont positifs, et les gens sont très intéressés. On a vu des détaillants qui ont réagi maintenant, puis ils peuvent regarder en avant avec un espoir que qu'ils ont appris aura des conséquences sur l'avenir, des conséquences positives sur l'avenir de l'industrie. Alors, je vous remercie énormément tous les gens qui ont participé aujourd'hui. J'aimerais souligner la part de l'équipe du CQCD les événements qui ont dû s'adapter rapidement, de passer d'un historique d'événements en présentiel avec des gens dans des salles à des événements virtuels comme on a aujourd'hui. Donc, l'équipe qui a mis beaucoup d'efforts, il travaille en arrière de ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, j'aimerais les féliciter. Ouais, merci à Karina, à Camille, à toute l'équipe. Vraiment, faites un boulot remarquable. Donc, j'aimerais souligner que les 3 prochains mois, c'est leur œuvre. Donc, j'espère que vous allez en profiter le plus largement possible. Et je vous invite, il y a d'autres panels. Celui de ce matin était le premier, le lancement, mais il y a énormément d'autres activités. Vous pouvez aller voir l'ensemble du programme sur notre site Internet. Vous pouvez vous inscrire. Il y a déjà un panel la semaine prochaine animé par Charles de Brabant avec Karine Bouchard, Daniel Hintz et Robert Hogg. Daniel Hintz et Robert Hogg sont du Fonds de solidarité de la FTQ et Robert Hogg est avec la banque RBC. Donc, c'est le grand panel économique. C'est un panel qui est exclusif aux membres du CQCD. Alors, si vous ne voulez pas, voilà une bonne raison de le devenir. Et il y a aussi un autre panel le lendemain sur un changement, on parlait de l'omnicanal, du virtuel, de la vente en ligne, sur les avantages de la livraison sans carbone, sobre en carbone. Donc, il y a un projet dont le CQCD est partenaire qui sera présenté. Celui-ci est accessible à tous les gens qui sont intéressés. Donc, voilà, je vous invite formellement la semaine prochaine à vous inscrire et dans les semaines suivantes pour les 3 prochains mois qu'on va vous animer des discussions autour de divers enjeux de commercialisation. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup.